Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Ce soir, nous avons une invitée et sans plus tarder, allons l'accueillir. Avant de l'accueillir, j'oubliais de me présenter. Je suis Frédéric Ranganayagi, le meilleur coach professionnel. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite la bienvenue et allons voir notre invité de ce soir. Bonsoir Camille. Bonsoir Frédéric, merci de l'invitation. Avec plaisir, je te souhaite la bienvenue de cet épisode de Bric-à-brac d'idées, où le concept c'est d'échanger, de discuter, partager des idées. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Ok. Je m'appelle Camille Gillet. Mon métier est d'être storyteller, donc j'accompagne pour l'essentiel des marques et des entreprises dans la compréhension et la maîtrise de leurs récits externes et internes. Donc, comment on communique certains éléments, quels sont les récits qui se transmettent par différentes façons, pas seulement écrit, bien évidemment, mais ça va évidemment de l'identité de marque à comment on annonce à une équipe de collaborateurs que cette année, il n'y aura pas d'augmentation, par exemple. Hmm. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, quand je ne suis pas en train de faire ça pour mes clients, à côté de ça, je continue d'explorer le récit, soit par des analyses personnelles et des temps, des mondes, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés sur LinkedIn, justement. C'est au cours d'échanges comme ça. Soit au travers de mes propres écrits, soit inventifs, soit réflectifs, voilà, globalement Hmm. pour l'essentiel. Moi, j'aime beaucoup. Et ben moi, comme on se connaît pas, moi c'est Frédéric Ranganayagi et je suis coach professionnel. Moi, mon boulot, c'est d'accompagner l'autre à réfléchir, à se mettre en réflexion, à se mettre dans un processus de recherche, de progression. Voilà. Et un des thèmes qui représente bien mon activité, c'est s'appairer à OD. C'est Mmh. ose savoir ou ose utiliser ton propre entendement. Voilà, moi, toute mon activité a pour but que l'autre réfléchisse et quelque part, quand il va réfléchir, il va pouvoir créer des solutions, des, des actions et plus sa réflexion est de qualité, Mmh. mieux les stratégies, les actions qui en découlent seront également de qualité et porteront des fruits beaucoup plus sucrés, si on parle de fruits, ou plus intéressants. Voilà un petit peu pour moi. Et ce soir, moi, je voulais savoir un petit peu, ça m'a, ça titillait un peu ma curiosité quand on parle de récit, parce que est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu c'est quoi le récit? Parce que moi, j'en ai une idée assez vague, je pense au français, au cours de français, à l'école. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus, nuancé, un peu plus complexe que ça, parce que quand tu as présenté, on avait vu qu'il y a plusieurs branches, enfin, c'est ce que j'imagine, plusieurs Oui. branches et que c'est un monde à explorer. C'est vraiment quelque chose d'assez vaste. Hem, C'est un peu compliqué. J'ai essayé au fur et à mesure, en fait, de théoriser ça, notamment dans mon bouquin, quand je l'ai sorti il y a, je crois, de maintenant 2 ou 3 ans. Et ma définition j'itère énormément, en fait, sur mes définitions parce que déjà parce que j'avance aussi dans mes propres réflexions, mmh, mais aussi parce que je me rends compte que la l'accueil que fait le public n'est pas forcément, à la hauteur, de ce que j'essaye d'exprimer, en termes de simplicité. Donc le récit, c'est pas l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a pas cette notion, unique de divertissement, et de ludisme. C'est plutôt, tout ce qui relève, en fait, de l'implicite, j'ai envie de vous dire, de l'invisible, c'est-à-dire de tout ce qui va être perçu comme étant, ce que l'on ne nous dit pas, ce que l'on perçoit, en fait, personnellement. mmh, C'est un peu complexe. C'est-à-dire que, un récit peut être effectivement raconté par des mots, par des intonations de voix, par des vêtements, par des décors, par exemple, tu vois? Le fait que toi et moi, on a tous les 2, en fait, une posture de, on va dire, un peu de vieux sage, où on amène les gens à réfléchir, à se constituer auprès d'une certaine, bibliothèque culturelle, et cetera. mmh. On a quand même décidé de l'incarner avec une bibliothèque littéralement derrière nous.
Ah oui, c'est vrai, Heu tu as raison. donc tu vois, donc ça change un petit peu la posture, Mmh. que l'on peut avoir. Là où par exemple des influvol des inf le lapsus que j'ai failli faire, oui, voilà. Tu vois, par Tu exemple, peux ça, le c'est du dire. récit implicite. C'est-à-dire que voilà, on sait ce que j'en pense. Des gens qui sont, partis, on va dire en tant qu'expat, success, story et cetera. Ils vont nous montrer, des décors de plage, et cetera, parce que ça participe à ce récit, cette narration, en Mmh. fait, de cadres, de scènes, de personnages et d'interactions dans les personnages, en fait. Et c'est ça Mmh. que je veux dire par récit, c'est-à-dire que c'est un récit finalement que l'on pourrait finalement qualifier de théâtral. Et Oh! j'insiste vraiment sur l'implicite. Parce que c'est bien souvent, en fait, le récit, enfin après, c'est au doigt mouillé, mais pour moi, le récit est 90% implicite. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, est câblé pour trouver du sens dans n'importe quoi, Mmh. et que ce sens soit volontaire ou non, il va le faire lui-même, en fait, par rapport à son propre système de valeurs, sa culture, voilà, son momentum, ses sentiments à l'instant T. Mmh. Et c'est ça qui constitue le récit de manière générale. Mmh. Et juste, est-ce que tu peux dire le nom de ton ouvrage que tu as sorti? Le Oui, livre que tu alors as celui, ouais, écrit? celui sur le storytelling, bah, c'est le Ouais. pouvoir du storytelling, justement. C'est, Oh. ou qui essayait qui était un premier, enfin, moi je l'ai vécu comme un premier jet de cartographie de ma philosophie vis-à-vis du métier et de ce rapport-là précisément. Mmh. Aujourd'hui, j'y trouverai beaucoup à dire, même si, l'essence est juste selon mon dogme, hein, bien sûr. Je dis pas de manière universelle. Je souscris toujours à mon propre propos, mais je trouve qu'il est encore, pour moi, il est en surface par rapport au chemin que j'ai parcouru depuis, ce qui est Mmh. plutôt bon signe. C'est ce que tu disais finalement en préambule, c'est qu'on est sur de l'itération intellectuelle et donc voilà, Peut j'aimerais peut bien avoir la possibilité pas de le corriger, mais de l'améliorer. peut-être qu'il y aura une version 2. Peut-être tu teases, une Ce autre serait bien. version en Ce écriture, serait bien, ouais. OK. Et du coup, ce que tu as dit, moi, j'aime beaucoup et ça me fait penser à un terme, à un domaine de recherche ou d'étude qui est la sémiologie. Oui. Est-ce que ça me fait penser directement à ça et quelque part, bah, toi, finalement, tu as développé des savoirs qui te permettent aujourd'hui de voir au-delà des mots et on peut même dire, si tu me dis c'est ça, c'est de lire entre les lignes de ces mots. C'est exactement C'est ça. exactement ça? C'est, ouais, alors sans connaissance, scientifique en sémiologie, hein. Enfin, je dis scientifique parce que je crois que c'est considéré comme une science aujourd'hui, Mmh. tout comme la sociologie et cetera, même si j'en lis et je lis surtout des experts là-dedans parce que, bah, j'ai pas le temps de faire les études qu'ils ont fait ou de me consacrer à ce domaine-là. Mmh. Donc je reconnais mes propres limites. Mais quand je simplifie des fois, pour celles et ceux qui sont de ma génération et des générations un peu plus anciennes, je me compare très humblement à Neo dans Matrix. C'est-à-dire que, je vais voir la matrice, c'est-à-dire que pour moi, la femme en rouge est une suite de codes, en fait, et c'est-à-dire que je vais Mmh. m'interroger sur pourquoi elle porte cette robe-là et qu'est-ce que ça raconte. Enfin, je le vois dans mes interactions, mais ça a toujours été mon cas, depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que le métier que je fais aujourd'hui, ou en tout cas mes obsessions intellectuelles aujourd'hui, ne sont que l'expression d'un mode de fonctionnement depuis toujours. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, sa posture, sa façon de parler, et cetera, les gestes que la personne emploie, même le métier, Mmh. ça raconte à mes yeux quelque chose. Mmh. Après, est-ce que l'interprétation est juste ou pas? En général, bon, en posant des questions, et cetera, je me rends compte que dans les largement 3/4, je dirais plutôt, allez, là encore, doigt mouillé, Mmh. 80% du temps, je vise juste, et c'est ce que j'aime beaucoup, justement. Ah, ça fait penser, bah, en fait, tu es un mentaliste, enfin, on peut dire, tu es une mentaliste, non? De manière très, très légère, de Ouais. manière très, très légère, mais c'est vrai qu'on me dit souvent, bah, tiens, tout à l'heure, là, sur LinkedIn, il y avait, Ares Fael, tu sais, qui est directeur artistique, qui est un directeur artistique que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ses contenus et ce Mmh. qu'il fait, son approche, créatrice. Il disait qu'il voulait partager un peu plus le fait qu'il était rappeur, Mmh. mais qu'il ne savait pas si ça avait sa place sur LinkedIn, si ça faisait sens, quelle était notre réaction à ça. Et je lui ai dit, bah, en fait, en tant que directeur artistique, tu sais exactement quel pont tu vas pouvoir faire et ce que tu vas montrer et pas montrer aussi, parce que tu sauras prélever, justement par rapport à ça. Et je lui ai dit, mais en fait, le problème, c'est pas tellement que tu as peur que ça n'ait pas sa place, c'est parce que là, en fait, c'est un sujet qui te tient à cœur, puisqu'il s'agit de ton Mmh. art, vraiment de cœur. Et ta crainte n'est pas de savoir si c'est approprié ou pas sur LinkedIn. Ta crainte, elle est plutôt, a priori, qu'on rejette ce qui, toi, te tient à cœur. Et il m'a répondu un truc du Mmh. style, je sais plus exactement, mais quels étaient ses termes. Euh,
précisément, alors le temps que ça passe, arrête de sonder mon psychisme. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent en fait avec mes amis, mes clients, tout le temps en fait. Et tu Les gens me sais, disent souvent merci pour ça. C'est pas ce que j'ai demandé ou ils se sentent un peu mis à nu, donc en fait, c'est parfois j'aime une beaucoup. Tu difficulté sais pourquoi sociale. j'aime beaucoup? Parce que je me reconnais aussi dans cette tendance à analyser, à essayer de Mmh. comprendre. En fait, c'est pas que tu sondes, c'est que tu essaies de comprendre. Oui, Moi, je vois ça comme ça, tu vois? C'est-à-dire que pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que, bah, toi, en fait, tu as quelque chose que tu lis et en fait, pour essayer de comprendre, tu émets des hypothèses et en fait, oui, soit elles sont infirmées, soit elles sont validées mais c'est un fonctionnement automatique, enfin, que tu prends plaisir à le faire parce que tu es comme ça, c'est on ça. est comme ça, on analyse. Même si je me réfrène beaucoup, hein, je vais pas mentir, avec le temps, j'ai appris à simplement me taire, à me rendre compte que les gens n'ont pas forcément envie, qu'on les expose, en particulier quand on est dans des groupes, sociaux où on est Ouais. plusieurs, de leur dire, «Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est de la négociation narrative. Tu es juste en train d'éviter l'éléphant au milieu de la pièce. Moi, je le vois et je vais le balancer à tout le monde. Voilà, maintenant, je vais faire». J'ai appris que, une bonne part de la sociabilité, c'était l'art de fermer sa gueule avant tout, quand même. Oh et tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que je pense qu'on est beaucoup de ce cas, c'est-à-dire de voir des choses que Mmh. d'autres peut-être voient, mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils ont peur, ils ont un blocage, quoi. C'est une protection de pas en parler parce que si on parle Oui, pas, c'est que ça n'existe pas, exactement, ouais. c'est et finalement, beh, toi, tu es un peu la personne qui met le pied au cul ou bien, Beh, tu vois ce que je veux dire? oui, mais je vais éviter, c'est-à-dire qu'à moins que la personne vienne me voir aujourd'hui, par égard, en fait, pour ses sentiments et en particulier s'il y en a en public, je vais vraiment pas le dire. Mmh. Parce qu'en plus, il y a ce côté déjà que les gens, enfin, je le vois à leur gestuelle quand je fais ça, c'est qu'ils se sentent, mis à nu. Il y a une fragilité qui se fait. Mmh. Les rares fois où ça m'est arrivé, c'est pas fréquent que les gens me produisent ce genre d'impression parce que je croise pas, forcément des personnes qui vont s'intéresser, puis je croise pas forcément des personnes tout court aussi. Mais du Quand même. coup non, mais c'est vrai, je suis un peu reclus, chez moi. Mais enfin, je trouve que j'ai déjà beaucoup de sociabilité, beaucoup trop pour, voilà. Mais justement, c'est, tout le monde n'a pas envie, surtout aujourd'hui de nos jours, d'une époque, tu vois, de filtres Instagram, et cetera, où on va, travailler son image Mmh. physique, sa sémantique, et cetera, où chaque post est vraiment ultra professionnalisé, calibré même. Mmh. On est de plus en plus en difficulté d'être mis à nu et d'être presque pris en défaut, finalement, Mmh. sur nos vulnérabilités, et cetera. Donc je pense que ça rend les gens mal à l'aise et en fait, en soi, c'est leur droit et après, accessoirement, je suis pas psy, donc il Mmh. m'appartient pas, en fait, de révéler certaines choses que je perçois, en fait. Mmh et tu sais, ça me fait penser à un truc fort qui est, bah, le feedback. On en parlait avec Mmh. une invitée récemment et bah, à quel moment on s'autorise à le faire et quel Oui, contexte? Toi, ce que je comprends, beh, aujourd'hui, tu te poses plus de questions avant de partager ce que tu oui, perçois oui, et moi, je vois, c'est très bien et aussi il y a des limites. C'est-à-dire, c'est un curseur à chaque fois oui. à redimensionner par rapport au contexte, par rapport au moment, par rapport et ça, je trouve ça, hem, difficile d'entendre ça quand si on n'a pas été confronté à ça. C'est-à-dire, tu sais, il y a si on n'est pas initié au feedback ou même, à des événements où les gens t'attaquent parce que tu as dit Oui, quelque chose, et ben, on oui. n'arrive peut-être pas à comprendre quand tu dis qu'aujourd'hui tu prends le temps de te poser quelques questions avant de dire les choses et ça, je voulais savoir parce que ça m'intéresse, bah, tu as pris combien de temps avant d'arriver à ce discours? C'est récent ou parce que c'est pas facile d'arriver à ce que tu dis là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut une Ouais, certaine c'est une bonne maturité, question. tu vois? C'est une bonne question. Je sais pas du tout quand est-ce que bon, je pense que j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens à une époque parce que j'étais trop, un peu l'archétype de, «Ah mais moi je suis franche». Non, tu es pas franche en fait, tu en as rien à faire des émotions des autres, c'est pas pareil. C'est souvent on fait cette distinction-là. On peut être honnête, on peut être authentique, et cetera, sans être, une brute. Mmh. Et quand en fait on se dit, «C'est plus important ce que j'ai à dire, de démontrer que j'ai compris et qu'on me la fait pas», c'est quand même très égocentré finalement et c'est une satisfaction personnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment une catharsis personnelle qu'on va chercher au détriment des émotions en fait de l'autre. Mmh. Donc il y a la notion de consentement, qui s'est appliquée et comment Mmh. ça m'est venu? Je pense que c'est peut-être parce que j'ai blessé des personnes auxquelles je tenais énormément.
Et puis il y a aussi, le fait d'être devenue mère, qui a pas mal changé la donne parce que, automatiquement, il n'était plus uniquement question de moi, c'est-à-dire que je ne pouvais plus être le personnage principal, par définition. Et donc j'étais aussi obligée de comprendre les émotions de quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément cognitivement les mêmes capacités que moi, parce qu'on le sait, hein, qu'il y a des étapes cognitives chez l'enfant, de régulation et de dérégulation émotionnelle, et Mmh. qu'automatiquement, en fait, il fallait que je prenne ça en compte aussi. Ah. Et après, je sais pas, je pense que ça a été le plus gros lâcher prise que j'ai fait, sincèrement, ça a été ces 2 dernières années, en fait, où je me suis rendu compte que, ce que les gens acceptaient, de comprendre ou ne pas comprendre d'eux-mêmes et cetera, en fait, n'était pas ma responsabilité et que ça ne remettait pas forcément en question qui j'étais aussi, le fait qu'on soit d'accord ou pas sur le réel. Eh mais tu te rends compte à quel point c'est puissant d'arriver à ce Je sais constat-là? pas, Ouais, je me rends pas compte, non. moi de mon point de vue, je trouve ça incroyable. Je me dis, parce que peut-être parce que je me reconnais aussi dans ce que tu dis, et je suis peut-être biaisé, mais peu importe. Les idées que tu viens de partager, c'est incroyable d'arriver à cette maturité-là, tu vois? Pourquoi je dis incroyable? Parce que ça demande d'accepter des choses, et avant de les accepter, il a fallu les exprimer, les vivre, il fallait Oui, un paquet de trucs, et c'est pour ça que je posais la question: «Bah, combien de temps ça t'a pris?» Mais j'ai un peu les on va dire infos, mais 36 ans à peu près. Parce que j'ai 36 aujourd'hui, donc et ça reste du work in progress, hein, finalement. ouais, mais déjà là, arriver à ça, tu sais, ça me fait penser, moi j'accompagne des personnes, et heu, aujourd'hui quand je vois certaines personnes, ils sont à un âge plutôt avancé, et ils ne sont pas encore là. C'est-à-dire que Mmh. c'est pas une question d'âge forcément, mais c'est une question de vie, de chance, de plein de choses, et quand j'entends ce discours, je me dis: «Je suis content que tu le dises», parce que peut-être que ceux qui vont passer, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire: «Mais attends, qu'est-ce qu'elle dit là?» C'est pas ma responsabilité à moi, il y a le consentement à avoir, en fait, tu soulèves des critères qui permettent de trancher, et moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu la chance d'entendre quelqu'un dire ça, ou même de Mmh. côtoyer quelqu'un qui disait ces critères-là, qui les énonçait. Que ce soit vrai ou pas, l'important, c'est déjà, moi, de les entendre, tu vois? Pour avoir le choix, Mmh. et moi, je trouve ça vraiment puissant de se dire, si on entend ça, on peut quand même se réfléchir et se poser des questions. Quels sont mes critères? Enfin, moi, je vois ça comme ça, tu me diras ce que tu en Oui, penses. Mais moi, il y a oui, une oui. question qui me vient, ben, quels sont mes critères pour savoir si je parle à quelqu'un ou pas? Voilà, 1re Mmh. question, tu vois? Et toi, peut-être, est-ce que tu accepterais, est-ce que c'est quand même, c'est le fruit de ton travail, de toute ta vie, de 36 ans de Oui. dur labeur. Est-ce que tu accepterais de peut-être de faire partager quelques clés pour faciliter? Parce que toi, tu l'as vécu, tu as fait un processus, complet, pour arriver à cela. Est-ce que tu aurais des petites astuces à nous partager pour accélérer, ou même pour donner des petits raccourcis? De capacité à comprendre et à voir ces choses-là? Ouais, de Hem, si je répète, c'est, bah, 1, de pouvoir accepter certaines choses, de prendre conscience de certaines choses, d'arriver à ce discours qui est finalement, que quelqu'un est d'accord avec moi ou que je suis d'accord avec elle ou pas, ce n'est pas, comment dire? Mort d'homme, ou mmh ce n'est mh. pas une nécessité, c'est possible, c'est le droit, chacun a le droit de parler. L'autre aussi que je trouvais fort, que j'ai retenu, c'est ce discours qui est, ben, finalement, que je le dis ou pas, ça n'impacte pas qui je suis. Tu vois? Et Oui. attends, mais c'est, tu vois, quand je le redis, quand j'entends ce que j'ai compris de ce par rapport à ce que tu as énoncé, j'ai dit: «Mais attends, mais c'est des mots, comme tu as dit, c'est des mots intelligibles, si on regarde, mais si on regarde derrière le sens de ce que ça voudrait dire de faire, et que ce que ça impliquerait derrière, sur quoi on doit s'appuyer comme idée pour arriver à ça, là, tout de suite, je m'assois dans mon fauteuil et je me dis: «Ah!» Non, là, c'est compliqué parce que tu me demandes de synthétiser, un long processus, Ouais, peut-être bon, donner qui a des été clés. confié en partie, ouais, les Ouais, des clés. clés. Je Un truc sur lequel je m'appuie énormément, et là, je dis ça là, à date, aujourd'hui, Ouais. après avoir changé de vie personnelle il y a à peu près 5 mois, Mmh. enfin, on va dire à peu près 1 an en réalité, qui m'a obligée à analyser, prendre du recul, comprendre. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que j'ai changé,
J'ai commencé par couper le bruit. Ça, c'est ma façon de fonctionner. C'est-à-dire, j'ai commencé par couper pas mal les bruits externes, les moments de fuite, etc. Et quand je dis les bruits et les moments de fuite, ça va être attention, hein, je suis une grande joueuse de jeux vidéo, j'ai pas de souci avec ça. Moi aussi, je suis capable de binge-watcher sans problème sur Netflix, c'est pas la question. Mmh. Mais par exemple, je vais éviter les altérations cognitives avec l'alcool, les médicaments, ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a ça pour être justement sur une logique comme ça. Je vais éviter aussi les surcharges cognitives parce que j'y arrive très facilement. C'est-à-dire que maintenant, je vais me retirer de soirée. C'est-à-dire qu'au lieu de rester jusqu'au bout de la nuit, en fait, si je me fais chier au bout de 2 heures, je pars très Mmh. gentiment. Et c'est pas contre les gens, c'est juste que là, en fait, non. Donc, plutôt éviter ça. Donc, c'est vraiment ce processus-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé entre guillemets, à ralentir aussi et à Mmh. prendre du recul. Il y a une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de jouer ma vie. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est que nous ne sommes. Alors, on est le personnage principal de notre propre narration, ça, c'est un fait. Par Mmh. contre, les autres ne sont pas des protagonistes qui sont là pour servir notre récit. Je pense qu'il y Oh. a, il y a une. Arriver à sortir de l'idée que l'autre doit nous apporter nécessairement quelque chose. Ce qui, en plus, est vachement renforcé, je trouve, par la société de consommation actuelle. Mmh. Donc il y a ça. Et il y a aussi peut-être l'idée de se soutenir, enfin de s'appuyer sur le récit. Le récit nous enseigne quelque chose qui est que le conflit, et pas dans le sens forcément les engueulades, etc., hein, dans le sens n'importe quelle friction, l'altérité, en fait, qui produit Mmh. quelque chose chez nous, produit nécessairement du changement. Et que c'est ça l'essence du récit. Et que sans changement, et donc sans altérité, il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas d'histoire. Et les gens sont, Mmh. enfin, de ce que j'en perçois, sont terrorisés par le changement. Et c'est normal, parce que notre C'est cerveau aussi l'inconnu. n'aime pas ça, la nouveauté et tout. Voilà. Mmh. Mais en fait, il faut savoir l'accepter. Et l'accepter pour essayer de comprendre où est-ce que ça nous emmène. C'est pas une posture de soumission où en fait on ne fait que subir. C'est aussi une posture d'être en capacité de temps en temps de faire un pas de côté, de se dire ok, là ce qui m'arrive, est-ce que c'est raccord avec mon système de valeurs ou pas? Le choix que je vais faire, est-ce que je suis conscient que ce choix-là implique nécessairement un renoncement et est-ce que ce renoncement est un sacrifice qui va m'être douloureux ou au contraire, en fait, ce n'est qu'un effet de bord parce que le choix que j'ai fait est bénéfique. Voilà, c'est Mmh. plutôt un, j'ai envie de dire que c'est plutôt stoïque. Moi qui ai très peu lu de philosophie, parce que j'ai pas fait d'études quand j'étais plus jeune, donc j'essaie de rattraper comme je peux. Donc évidemment que quand j'ai essayé de me frotter à Spinoza, hein, je l'ai dans ma bibliothèque. Très sincèrement, j'avais envie de le balancer par la fenêtre. Donc heureusement qu'il y a des. Non mais voilà, je vais pas mentir, Spinoza et son écriture me sortent par les yeux. Et heureusement que les vulgarisateurs sont là parce qu'ils me permettent de simplifier, parce que vraiment, j'ai pas la pensée académique et qui est une pensée qui est longue, lente, trop lente pour moi. J'aime bien quand on me donne directement le truc et qu'on me dise, ok, voilà, il y a ça et puis ça amène à ça. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'embranchements. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon travail, c'est-à-dire que je vais fonctionner par carte heuristique parce que les pavés de Mind map, texte, tu veux dire? oui, par exemple, ouais, Mind moi map. j'utilise Miro, mais c'est clairement ça. Mmh. Quand je bosse pour mes clients, ça part toujours d'une carte heuristique et bon, maintenant, je mets les formes dans un texte qui récapitule parce que tout le monde n'a pas une pensée entre guillemets chaotique. Et c'est tant mieux. Je suppose que ça doit être très reposant, mais voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une pensée stoïque, c'est-à-dire que il faut comprendre que la plupart du temps, la notion de bien et de mal, en fait, au-delà de la moralité, c'est plutôt une notion de ça me fait du bien, ça me fait du mal, ou ça fait du bien, ou ça fait du mal aux autres. Et la plupart des Mmh. interactions qu'on a et des expériences que l'on vit sont de nature neutre. Et il ne faut pas, je pense, confondre un inconfort purement physiologique de je suis frustrée, je manque de dopamine, ce genre de choses, avec un vrai drame. Je pense qu'il faut dépassionner, un peu comme quand on vraiment. Moi, ça m'a marqué parce que cette période-là chez mon fils était compliquée. Bon, aujourd'hui, il a 6 ans, mais Mmh. l'époque où tout était équivalent en termes de drame et d'intensité émotionnelle m'a permis aussi de me rendre compte que, en l'accompagnant, justement, de hiérarchiser les choses. Et dans une société, et j'en reviens à ça, hein, vraiment, c'est très cliché, mais dans une société de consommation et de satisfaction immédiate des besoins, qui est du coup pour moi une régression, c'est-à-dire qu'on demande à des adultes de fonctionner comme des enfants, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on trépigne et on est livré tout de suite. Et je Mmh. pense que justement, ça nous fait perdre la notion d'altérité, la notion de temporalité, d'anticipation avant Mmh. la libération, etc. Comme pour les récits, en fait, où les récits sont plus courts, plus denses, alors qu'on n'a plus cette notion de tension-relâchement qui est inhérente. C'est pour ça que je disais en préambule, voilà, s'appuyer sur finalement ce que nous enseignent les récits,
qui sont universelles, peu importe la culture en plus. Mmh. Il y a une vraie sagesse, dans la façon dont l'humain a toujours raconté des histoires, je pense. Moi, Mmh. ça me rassure personnellement. J'ai besoin d'un petit temps parce que tu as dit Désolée. plein de choses, mais j'en ai retenu quelques-unes et j'ai besoin d'un petit temps pour les rassembler parce qu'il y a un ou en tout cas un qui tout de suite que je veux te partager et avoir ton avis aussi. C'est quelque part ce que tu as dit, c'était que, hem les actions de l'autre n'ont pas forcément une intentionnalité ou en tout cas une intention de nous nuire ou de Mmh. nuire à quelque chose. C'est-à-dire, des fois, c'est juste l'ignorance ou l'incompétence qui peut être expliquée, par une action ou un comportement. C'est ce que je que Je si. dirais même en fait que c'est, la plupart du temps, les gens disent et font des choses par rapport à eux-mêmes. Mmh. Ils disent et ils font des choses qui racontent ce qu'ils sont, en fait. Par exemple, quand, vous faites quelque chose, moi j'ai eu le cas là, quand j'ai arrêté complètement l'alcool, j'ai vu des gens se sentir mal à l'aise parce que je buvais des bières sans alcool et qui se sentaient jugés alors que j'ai juste apporté mon pack de bières sans alcool. Et je t'empêche de rien, tu fais ta vie. Mais les personnes se sentaient jugées. Mais en fait, non, c'est pas parce que moi j'ai arrêté que vous êtes obligés d'arrêter ou que je suis en train de juger votre Mmh. consommation. On s'en fout. En fait, ce que je suis, ce que je fais n'est pas une remise en question de vous. Mmh. Et en fait, il faut savoir que bon, j'ai été diagnostiquée TDAH il y a pas si longtemps, et j'ai découvert le concept de dysphorie sociale, qui est une des comorbidités où justement c'est une distorsion de toutes les perceptions des interactions sociales. C'est-à-dire que quand j'étais convaincue en fait que j'étais rejetée ou que la personne avait dit ça, ou j'étais en suranalyse de tel mot, ah c'est bizarre, comme d'habitude elle réagit pas comme ça, puis là elle a réagi comme ça, est-ce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal ou que je suis exclue du cercle amical, ce genre de truc. En fait, le fait de conscientiser ce problème-là qui est un dysfonctionnement neuronal chez moi, Mmh. me fait prendre aussi du recul. C'est-à-dire que je vais aussi beaucoup me parler et me dire, OK, est-ce que factuellement, il y a des éléments concrets qui te font dire que cette personne parlait de toi ou est-ce qu'en réalité, voilà. Et je le vois dans mes interactions sociales aujourd'hui. Je me rends bien compte aujourd'hui avec cette lecture-là que les gens sont terrorisés à l'idée en fait d'être rejetés, de ne pas être appréciés, etc. Et en fait, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils me disent, c'est leur représentation, ils sont dans leur narration, Mmh. et toi, tu es juste spectateur et tout au plus un agrégateur qui va leur faire les émulsionner et leur envoyer un bon feedback finalement. Mmh. C'est jamais contre toi véritablement. Mmh. Et OK. En fait, heu comment dire? Donne-moi un petit moment pour réfléchir parce que Désolée, en je fait sors beaucoup de choses. non, mais c'est pas que tu sors beaucoup de choses, c'est que plutôt, c'est dans ce que tu racontes, ça me fait évoquer plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Oui, heu, oui, tu dis des éléments, mais dans des éléments, c'est super pertinent et en fait, moi, quand j'entends ce que tu me racontes, je fais des connexions avec d'autres choses et je me dis: oui, «Attends, mais c'est puissant d'arriver à ce discours» et en fait, quand j'entends, ben, je suis comme toi aussi un peu, hein. C'est-à-dire que, bah, quelque part, oui, j'analyse. On est tous comme oui, oui, ça, on est tous comme ça, faut le dire. C'est normal d'analyser, d'essayer de comprendre. Sauf que si on n'a pas envie d'interaction avec l'autre, on ne fera pas d'effort de comprendre l'autre. Enfin, moi, je vois oui, ça comme ça. Et ceux qui essayent de faire des efforts pour essayer de comprendre, ça veut dire qu'ils sont prêts à faire des efforts pour créer une relation, pour se mettre en relation. Et ça, pour moi, c'est un critère, en tout cas, c'est un signal qui montre que l'autre est ouvert. Là, tu es dans une mmh. posture d'ouverture, d'accueil. Et toi, bah, ce que je comprends, quand tu as dit tout ça, je me suis dit, en fait, toi, tu étais dans. Enfin, je vois ça comme ça, tu me dis, mais toi, tu es vraiment dans une posture vraiment ouverte, mais vraiment très grande. L'ouverture, elle était très, très grande. Et en fait, finalement, avec des contraintes et de la connaissance, par exemple, sur le diagnostic TDAH, par exemple, qui est une maladie, enfin, je ne sais pas si on dit une maladie, enfin, je ne sais pas Non, c'est trop. pas une maladie, c'est juste C'est un un dysfonctionnement en fait. fonctionnement Ouais. spécifique et en Mmh. fait, à la lumière de ça, bah, toi, tu as pu comprendre certaines choses et en fait, ton ouverture aujourd'hui, avant, il était tout le temps ouvert et maintenant, tu arrives à le moduler et je Oui, vois ça comme ça et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, quand tu m'as raconté tout ça, moi, j'ai vu ça, je me dis: «Bon, en fait, avant, c'était grand ouvert et avec la connaissance, l'expérience et tout ce qu'il y a eu, ouais. bon, en fait, aujourd'hui, tu as la main, tu as repris la main, tu as du pouvoir d'agir et tu arrives à soit ouvert, soit ouvrir, soit Oui, fermer». Et c'est tout à ça fait. qui est incroyable et c'est ça que je te disais, c'est génial d'arriver à ça et d'entendre ce discours-là. Parce que peut-être que d'autres n'ont pas été diagnostiqués avec ce fonctionnement,
Mais s'ils entendent comment toi tu fais, bah, c'est-à-dire que tu as une pensée, en arborescence ou et tu utilises des cartes pour justement pouvoir canaliser, gérer tout cet Oui, afflux oui, d'informations qui pop d'un coup, et ben, peut-être que eux, s'ils t'entendent là dire ça, ils vont se dire: «C'est un modèle, c'est une possibilité». C'est-à-dire que c'est possible d'apprendre à faire d'autres choses, même de si se connaître aujourd'hui et d'apprendre à vivre avec soi, ouais. ouais et c'est ça et ce que je trouve j'ai pris un temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Finalement, au bout du bout, bah, quelque part, je me dis, bah, toi, c'est inspirant pour moi de se dire que je rencontre quelqu'un que je connais pas». Enfin, je connais vi on avait juste échangé par commentaire, mais on se connaît pas plus que ça. Mais quelque part, ce Oui. que tu dis, c'est que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as accepté qui tu es Mmh. et en faisant ça, ça t'a permis d'avoir plus de capacité d'agir, d'avoir plus Oui. ce sentiment d'efficacité, d'efficience, enfin, quelque part, c'est comme si tu es plus heureuse. Ouais, j'entends ça et je me dis: «C'est Clairement, génial!» c'est, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de stratégies adaptatives. C'est-à-dire que bon, déjà, j'ai un métier où je suis pas salariée en présentiel et cetera. Donc moi qui ai vraiment des difficultés sur, les choses sociales où je suis très facilement, épuisée, bah, Mmh. ça m'évite ça. Je suis en garde alternée, donc en fait, je n'ai mon fils qu'une semaine sur 2. Donc une semaine sur 2, je vis vraiment totalement seule, avec la possibilité du coup de faire redescendre complètement les sollicitations et cetera. Là, Mmh. par exemple, je viens de recevoir un message où on m'a dit, «C'est l'heure de la bière, est-ce que tu veux descendre?» et cetera, enfin descendre, au village en bas et j'ai dit: «Bah là, je suis pas disponible. Il va falloir que je pèse le pour et le contre et je sais que je vais pas y rester longtemps». C'est-à-dire qu'avant, en fait, avant d'être diag, j'étais convaincue d'être problématique, enfin d'être, dysfonctionnelle, ce qui est le cas, hein, c'est factuellement le cas, mais je m'en voulais, en fait, de ne pas arriver à être comme tout le monde. Donc j'étais dans la suradaptation permanente, ce qui, du Mmh. coup, automatiquement, allait au casse-pipe. C'est-à-dire que je suis obligée de me battre et de me contrôler j'ai beaucoup de stratégies, voilà, je note tout, enfin tous les rendez-vous, et cetera, pour pouvoir être un minimum fonctionnel parce qu'à un moment donné, mon gamin n'a pas à subir les conséquences de ça. Ça me demande plus d'efforts que quelqu'un de normal pour avoir l'air normal. Mmh. Mais là où, il y a quelques années, je me serais vraiment voulu de pas arriver à faire forcément plus, aujourd'hui, je sais que c'est déjà énorme. Donc il y a ça et tu parlais de citations, en off tout à l'heure. Mmh. En fait, pour moi, il y en a 3 qui me semblent importantes. Bon, il y a le classique, le «je sais que je ne sais pas» qui est pour moi un chemin et c'est ce que racontent les histoires justement sur la notion de mouvement. C'est ce que raconte cette citation-là. Mais en termes de clés, je partirais bien de la citation de Socrate qui est: «Connais-toi toi-même», ce qui te Mmh. permet d'arriver à celle de Nietzsche qui est: «Deviens qui tu es». C'est-à-dire que Mmh. tu ne peux être toi-même qu'à partir du moment où tu as une connaissance de toi-même et donc au moment où tu es capable de comprendre que, un poisson ne peut pas forcément voler, donc ça sert à rien en fait de t'acharner, mais qui a et ça c'est un truc que je dis systématiquement à mon fils parce qu'il a des marqueurs aussi, parce que malheureusement c'est génétique, Mmh. où je lui dis, «Oui tu peux être capable d'être tempétueux et cetera et à la maison tu peux te permettre de l'être. Par contre, dès que tu sors de la maison, il y a un cadre et en fait, il y a une Mmh. norme à laquelle tu ne pourras jamais te soustraire». Donc j'essaie de lui faire comprendre la notion de stratégie d'adaptation dans les bons moments. C'est-à-dire que et c'est ce que je fais, c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, c'est que je m'autorise quand je suis seule à être moi et c'est pas Mmh. grave si je vais manger pendant un mois la même chose tous les midis parce que, bah, oui, ça me rassure de savoir que je vais manger précisément ça dans cette quantité et cetera. C'est pas dramatique. Mmh. Voilà, c'est bizarre, mais comme je vis avec personne, en fait, il y a personne qui me fait la réflexion que c'est bizarre, donc on s'en fout, en fait. Donc ça enlève, en fait, ça et finalement, la meilleure strate que j'ai à donner aux gens, c'est d'apprendre à comprendre leur singularité Mmh. sans la porter attention, parce que attention, il ne faut pas tomber dans le syndrome de ce que j'appelle le syndrome du flocon de neige. C'est-à-dire que les autres, n'oubliez jamais en fait que les autres ne s'intéressent pour l'essentiel qu'à eux-mêmes, Mmh. et qu'on est quand même dans une société normée, d'autant plus aujourd'hui. Donc, ne soyez pas dans la surperformation, sous prétexte que vous ne correspondez pas à cette norme et ne tombez pas non plus dans le travers du syndrome, «Je suis exceptionnel» et cetera. En fait, on s'en fout, tout le monde est exceptionnel, tout le monde a une singularité et cetera Mmh. et tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous soyez en capacité de vivre de manière apaisée et vraiment au-delà du bonheur. La notion de bonheur pour moi est une notion assez capitaliste, c'est plutôt une notion de paix. Quand tu es en paix avec toi-même, quand tu es capable d'avoir un discours interne où tu es pas en train de te flinguer, de te dire: «Ah, tu es Mmh. nul, tu as pas pensé à ça, tu as pas fait ça»,
Là, on commence à toucher, je pense, la sérénité. Mmh. Je suis encore partie dans tous les sens. Non, au contraire, c'est et en fait, si on t'écoute, en fait, comment dire? Tu donnes tu vois la boîte de puzzle. Mmh. En fait, toi, tu exposes des morceaux de puzzle et en fait, si on veut te comprendre, on doit assembler ces puzzles bout à bout Mmh. et à la fin de la discussion, si on regarde tous les morceaux qu'on a assemblés, on verra que ça a une cohérence, que tout est connecté, que tout est, il y a une logique et que, si on a fait l'effort de t'écouter et de rassembler ces puzzles, on a l'image complète. Tu vois ce que je Oui. veux dire? Et ça, bah, c'est pas évident parce que parfois, moi je dis dans mon cas à moi, en fait, pourquoi c'est pas évident? Parce que ça demande une certaine, énergie et une certaine, ça demande de faire des efforts cognitifs. Et Oui. là, on n'est pas tous dans des jours, peut-être en forme ou pas, on n'a pas tous le même, niveau de capacité, on est tous différents et cetera et ça peut parfois être frustrant. Ce que je me dis, ça peut être frustrant si, on n'arrive pas à tout assembler et pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai appris ça fait un petit moment que je connais ça, mais je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a 2 types de mémoire et qu'il y a une mémoire dans lequel on fait monter les informations et qu'on les transforme. C'est la mémoire de travail et Mmh j'ai mh. vu récemment, avant, il disait que c'était limité à 7 éléments. C'est-à-dire tu pouvais stocker 7 informations et en même temps calculer et cette mémoire, elle dirige ton attention, en fait, elle te permet de travailler, de faire tes actions, et cetera et aujourd'hui, ils disent que c'est 4 éléments. Et toi, quand tu exposes, tu apportes pas juste 4 éléments ou 4 idées. Et ça, tu vois, ça peut être, On sait pourquoi gargantuesque. il y a une déperdition comme ça ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je serais curieuse, en Je fait. je Est-ce que c'est s parce qu'on a délégué, la mémorisation? Tu sais, parce que j'avais vu que justement on ne mémorisait plus les choses, on mémorisait les chemins d'accès à l'information. ah! Notamment quand, c'était posé la question de Google et cetera sur ma génération, la génération millennials. Mais où on avait fait ça à l'époque d'Universalis, hein. On savait que, voilà, on mémorisait pas forcément, on mémorisait que c'était dans ce tome-là d'Universalis que j'avais trouvé la réponse à ma question. Donc est-ce que Mmh. c'est une réduction parce qu'on se souvient de où est-ce qu'on a accès à l'information? Ou est-ce que c'est une réduction parce qu'on se pose moins de questions aussi? C'est ça la question que je me pose. Ici, je pourrais pas te dire. Le Bon, seul je regarderai. par contre, ouais, c'est à creuser et en tout cas, je pourrais te retrouver la source, où Ouais, c'est, ça, je pourrais te l'envoyer juste après carrément. mais c'est une excellente question et pour moi, bah, tout à l'heure, tu as dit un truc et je veux en parler, c'est capacité ou stratégie d'adaptation. Qui dit Oui, d'adaptation dit apprentissage. Enfin, pour moi, je oui, fais le lien tout de suite oui, oui. et quand on parle de ça, ben, la mémoire, tout ça, ça rentre dans l'apprentissage et pour moi, quelque part, je dirais aussi, à rajouter à tout ce que tu as dit, qu'il y a un truc qui est important, c'est d'aller comprendre comment on apprend et Oui. qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Parce qu'il est à tout niveau, pour moi, c'est à tout niveau, enfin partout et à qui on devrait aller, se renseigner? Moi, je propose à ceux qui font de la psychologie des sciences de l'éducation et moi, il y a quelqu'un Mmh que mh. j'aime beaucoup, c'est Philippe Mérieux. Pour moi, c'est grâce à lui parce que j'ai découvert par hasard, j'ai découvert par hasard sur YouTube que j'ai pu, moi, transformer ma vision à la fois de l'école, qu'est-ce que c'était, parce que moi, j'avais une vision extrêmement limitée de l'école. Pour moi, l'école, c'était quoi? Tu y vas pour faire des bonnes notes. Ouais. C'est extrêmement simpliste quand on y pense. Mais dans mon monde, c'était tout ce que je pouvais, imaginer, parce qu'il y avait pas à Bah, c'est côté. peut-être parce que c'est peut-être les attentes que tes parents avaient et leur façon d'interagir avec toi vis-à-vis Exactement. de l'école, finalement. L'environnement, n'était pas propice à découvrir des idées qui sortent de ce qu'il y avait déjà et du Ouais, coup, s'il y a pas de quelque chose de nouveau dans ton système, bah, comment tu veux faire? Tu es obligé d'aller chercher sinon oui. et en découvrant cet homme, Philippe Mérieux, ben, c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, c'est» et pour moi, c'est ça qui a fait mon changement aussi, c'est de se dire que aller vers des idées différentes de soi Oui. est tellement, bénéfique et pour moi, ça m'apporte une certaine aujourd'hui, une certaine sérénité. Peut-être pas tout de suite,
mais sur le long terme, c'est une stratégie gagnante. Parce que, des fois, oui, je suis en colère quand j'entends certaines choses parce que c'est comme ça, l'émotion, pop, elle est pas Mmh. logique, elle est pas rationnelle. L'émotion, elle est émotionnelle, quoi mais après coup, quand le et j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est la variable temporelle, la temporalité des choses. Oui, Pour moi, c'est la clé de tout. Enfin, pour moi, c'est une des clés de plein de choses et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis un peu plus serein, je suis un peu plus cool, je suis un peu comme ce que tu as dit, je suis en paix avec oui, moi-même, tu vois? Et ça fait plaisir d'entendre un discours comme le tien qui est peut-être différent du mien par les mots, par la vie que tu as vécue. Mais finalement, on arrive à un ouais, pas consensus. dans le fond, ouais. Ouais, en fait, en finalité, vraiment, ben, c'est d'accepter qui on est et d'aller vers l'autre. Et il y a une Oui. phrase que je veux te partager et je veux entendre. Non, je crois que tu as dit les trois citations. Je crois que tu as cité les trois citations. Et la mienne, celle que j'aime beaucoup, c'est celui de Olivier Roboul. C'est qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Et lui, il Mmh. répond ce qui libère et ce qui unit. Et dans libère, c'est l'émancipation. Il y a cette notion Tout à d'émancipation. fait. Et pour moi, l'émancipation, on le passe par l'éducation. Et Oui, là, à définir, etc. Et l'autre point, c'est la coopération. C'est cette notion de coopérer, aller vers l'autre et ensemble faire un commun, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. oui. Et voilà ma citation préférée. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation, Camille? Bah, j'y souscris beaucoup parce que, c'est pas mal dans ma, propre démarche, ça se voit d'ailleurs sur le manifeste de mon site, le site Camille Gillet, pas Storypunk. Storypunk est un test, autre, Mmh. mais où justement j'évoque la notion assez prométhéenne. Alors encore une fois, hein, en toute humilité, je me compare pas à un dieu, mais ce que je veux dire, c'est que, Juste, moi dans ma démarche par rapport. est-ce que tu peux nous rappeler qui est Prométhée ou Ah! qu'est-ce qu'une vision prométhéenne? Bah, une Juste pour, vision prométhéenne, en fait, quand on veut dire ça, c'est que Prométhée était, dans la mythologie grecque, celui qui avait apporté le feu, qui avait mmh, dérobé le feu aux dieux pour l'apporter aux humains. Bon, il a pas fait que ça, mmh, mais en gros, on considère que c'est à partir de là qu'il a, que les humains ont pu commencer à se développer, à faire une culture, et cetera. Il est d'ailleurs souvent comparé à la figure luciférienne dans la chrétienté, enfin pas la chrétienté, mais dans le monothéisme, mmh, avec cette notion de transgression, c'est-à-dire qu'il va apporter quelque chose qui est relevé du divin pour faire la mmh, différence entre l'homme et l'animal. C'est un petit peu ce moment où l'être humain sort de son animalité pour construire quelque chose d'une civilisation, une culture, ce genre de choses, etc. OK. Donc il y a la notion de rendre accessible ce qui est supposément être, oui, divin, mais effectivement, sacré, inaccessible, et cetera. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup partager, alors que ça me prend du temps et que je gagne pas forcément, enfin, je gagne pas d'argent généralement sur ça. Quand je fais des analyses, même de manière tout à fait, voilà, à ma petite échelle, mais je trouve que moins on en dit, en fait, de ce qu'on comprend et de ce que l'on sait, moins on partage, en fait, ces savoirs-là, plus les gens se retrouvent inféodés, en fait, à des techniques manipulatoires de marketing, de propagande, ce genre de trucs, et cetera. Et c'est Mmh. effectivement par l'éducation qu'on se libère. Et tu vois, ta phrase, elle me fait penser à un truc que m'a sorti mon fils il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, parce qu'il était, moi, je suis dans le Vaucluse, donc on est en plein dans les vacances, justement, où il me disait que bon, c'est sympa, la garderie et tout, parce qu'il voit ses potes, parce que bon, bah, je bosse, hein, donc forcément garderie, mais que ça lui manquait l'école. Et puis, donc il est au CP. Je lui dis: «Ça va, ça te plaît?» Il me dit: «Bah oui». Je lui dis: Pourquoi t'aimes bien?» Parce on discute beaucoup lui et moi. Puis il me dit: «Bah, j'apprends des choses». Et je lui dis: «Ça te plaît d'apprendre des choses?» Je lui dis: «Parce que je vois bien qu'il y a des fois, objectivement, s'il pouvait rester sur Minecraft, il serait très ravi». Et là, il me sort cette phrase qui me fait mourir de rire. Il me dit: «Oui, j'aime bien apprendre parce que ça me permet d'atteindre mon plein potentiel». Et là, je me Oh! suis retrouvée comme une conne devant mon gosse à table et je lui dis: «Bah, monsieur veut atteindre son plein potentiel». Il a 6 ans, le gamin, il me sort ça, quoi. Oh, je lui dis: «Mais où est-ce que tu as entendu l'expression plein potentiel?» Puis c'est là où il m'a rassurée, il m'a dit: «Bah, j'ai vu ça dans Ninjago justement, où c'est par les épreuves et par Ah. l'apprentissage et la discipline qui s'appelle». Je dis: «OK, c'est bon, ça va, ça me rassure, c'est quand même un truc de ton âge». Mais sur le moment, j'étais en train de me dire: «Mon Dieu, il y a des moments où au lieu de bouquiner, au lieu d'avancer sur mes livres, je préfère jouer aux jeux vidéo et j'ai un gnome de 6 ans qui me dit: «À mon plein potentiel». Et je pense que c'est intéressant, sa vision de l'école, de se dire qu'il a encore cette vision-là. Et Mmh. j'espère que le système éducatif, français, parce qu'on sait ce qu'il est,
va pas trop péter ça. Mmh. C'est ou en tout cas, quitte à ce qu'il déteste l'école, mais qu'il ne déteste pas l'apprentissage. Voilà, j'espère que ça ne va Oui. pas péter cette vision de c'est par, le savoir que je grandis. Mmh. Et Donc tu voilà. sais, là, aujourd'hui, il y a un débat qui est fait, qui est sur le jeu vidéo. Tu en as parlé Mmh, et la question c'était, ce que j'ai vu, c'est: «Est-ce que le jeu vidéo rend violent?» je Et pense ça, pas. c'est un débat qui remonte il y a plusieurs années déjà des Oui. Oui, et il y a des études, hein, qui ont mmh, été tournées, qui ont montré que ça avait des vertus thérapeutiques bien plus importantes que ça. Je sais que chez les personnes câblées comme moi, bah, ça permet justement des hyperfocus beaucoup plus intéressants. mmh, C'est utilisé, pour des compréhensions et cetera. Surtout qu'en plus, il y a tellement de différents jeux. Il y a des jeux tellement différents, quoi. C'est, mmh, le petit, il adore faire des Lego. Je veux dire, c'est un gosse qui ne tient pas en place. Par contre, tu lui mets un tank à monter en Lego, de, 300 ou je sais pas combien de pièces, il va passer une après-midi dessus. mmh, Donc du coup, Minecraft, ça va lui plaire énormément parce qu'il va passer une après-midi à me recréer. En ce moment, son gros truc, c'est de sculpter, les personnages de Sonic et cetera. Il les sculpte en 3D. Il s'est lancé dedans, c'était sa marotte il y a pas longtemps et il les fait mmh, et ça lui plaît beaucoup, les trucs de puzzle aussi. Il m'a vu jouer à des jeux comme Warcraft ou Starcraft qui sont ce qu'on appelle des jeux de stratégie en mmh, temps réel. Donc il me voit réfléchir au principe d'arbre de talent, d'optimisation d'armée, de réagir en les faiblesses de l'armée en face. Bon, globalement, c'est du Warhammer, pour ceux qui connaissent, c'est le jeu des petits soldats, hein, en fait. mmh. Et ça l'a intéressé parce qu'il m'a dit: «Oh, ce serait bien». Je lui ai dit: «Non, t'as le temps, tu que 6 ans». Apprends apprendre à lire déjà, hein, parce que ça demande beaucoup de lecture. Mmh. Mais c'est le jeu vidéo qui rend violent, je n'y crois pas parce que, Mmh. encore une fois, c'est comme les écrans, en fait. J'avais fait un post il y a pas longtemps sur ça. Ça dépend de la passivité, ça dépend, en fait, de l'interaction que va avoir les adultes avec ça, Mmh. du décryptage qui va être fait. Heu, j'allais dire, le prénom de mon fils. Mon fils, vient souvent me voir pour me raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu dans ses dessins animés et cetera. Quand on regarde un truc ensemble, on en discute aussi énormément. Pourquoi? Parce que forcément, c'est mon métier, mais toutes les histoires sont porteuses de sens et d'enseignement, en fait. Et donc, je veux qu'il apprenne à reconnaître le récit sous toutes ses formes, que ce soit un Mmh. logo ou quoi. J'ai d'ailleurs une anecdote assez fun par rapport à ça, mais ou jeux vidéo, et cetera. Donc, je dire les jeux vidéo rendent violents, en fait, c'est faire collectivement l'aveu qu'il y a aucune maîtrise de possible et qu'il y a aucune interaction avec les enfants et que les enfants ne sont que des bêtes de somme devant lesquelles on les met dans des enclos et puis on Mmh. va dire: «Bah, tiens, un petit peu de ça, ça va donner ça, un petit peu de ça, ça va donner ça». Non, pas du tout, en fait. Mmh. Prenez le temps, discutez avec vos gosses et vous allez voir que, en fait, les éléments extérieurs n'ont pas autant de prise que ce que vous l'interaction, le commun, comme tu disais tout à l'heure justement, peut se transformer. Ma phrase n'était pas correcte, mais on a compris ce que je voulais dire. Mmh. Et c'est intéressant parce que tu vois et ce que tu dis par rapport à ton métier, c'est-à-dire il y a les mots, il y a les sens qu'il y a derrière et sur les plateaux, par exemple, les personnes qu'on fait venir, heu, ils n'ont pas le discours que toi tu tiens, c'est-à-dire un peu nuancé avec, des fondements. C'est-à-dire toi, quand même, tu es parti te renseigner un minimum sur le sujet et ça paraît logique, ça paraît, être le minimum. Mais si on a une stratégie, c'est, tu vois, comme tu disais avec le récit, si derrière il y a une stratégie, peut-être que la personne, elle connaît tout ça aussi, mais Oui, qu'il y a une volonté d'infuser, de donner une certaine vision des choses et c'est là où je reviens à ce que je disais, c'est que, bah, d'aller vers des idées contraires à ce qu'on a, qu'on aime bien, qu'on confirme automatiquement, bah, c'est ça qui est un luxe, c'est qui est, parce que ça nous résiste et quand ça nous résiste, bah, c'est là qu'on se dit: «Putain, comment ça?» Ça et c'est là où on prend notre conscience de notre impuissance face tout à fait. à la réalité, Et on en revient à ce que tu disais aussi en off sur, la notion de propagande et la citation d'Hannah Arendt que tu Mmh, voulais, me présenter. Mais, c'est pour ça que je fais le parallèle directement ici, c'est-à-dire qu'on est dans une société très polarisée, mmh, aussi bien politiquement que cognitivement et je pense vraiment que, c'est aussi une stratégie, on va dire capitaliste, je vais lâcher le terme parce que c'est une stratégie de consommation aussi qu'il y a derrière, parce que les gens, s'ils ne sont plus que des sommes émotives et des individus qui réagissent par émotion, ils vont chercher à soulager leur tension permanente, mmh, leur frustration permanente, et c'est par la consommation qu'on va le faire, et les addictions différentes. Et la polarisation, en fait, permet
s'affranchir en fait du temps long, de s'affranchir de la science aussi. C'est pour ça d'ailleurs que moi que pourtant le discours que Macron avait fait à Davos, j'en ai parlé là, le fameux For Sure, qui était un excellent discours. Mmh. Et je suis pas une fan de Macron, mais ce discours-là était vraiment excellent et j'en avais parlé dans la newsletter. Dans son discours-là, il explique que l'Europe en particulier et par opposition aux États-Unis est une Europe de science, non pas de fake news, non pas de passion, etc. Qu'il n'y a pas de rejet de ça. Et Mmh. dans un même temps, le mec nous explique que les jeux vidéo, ça rend violent et qu'il va conduire une étude pour prouver que, alors que les études, elles existent, ça fait plus de 20 ans que ça existe, et que, accessoirement, la France a arrêté de financer la recherche, notamment en sciences sociales et cognitives, etc. Donc, il y a la posture quand il s'agit de créer une opposition, c'est-à-dire qu'il va Mmh. dire qu'il soutient la science par opposition à Donald Trump, alors que tout son discours et ses actions politiques après en interne vont se contredire. Mais ça, les gens, déjà, qui a écouté le discours de Davos d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas arrêté au forchures? Quasi personne. Déjà, est-ce que les gens savent que les discours sont retrouvables sur les sites officiels en intégralité? C'est pas le J'allais cas. Moi, dire, je l'ai. moi-même, j'ai pas écouté, du coup, Non, je mais c'est mais après, ça, c'est parce que bon, Emmanuel Macron, je pourrais en parler, mais parce que quand j'ai écrit à la Moldu, qui était une dystopie dans l'univers d'Harry Potter, pour parler de la montée du fascisme en France à l'époque, je me suis frappé beaucoup de discours politiques parce que j'ai utilisé ça pour rendre ça réaliste. Enfin bref, c'est comme ça que j'ai découvert ce site. Mais en fait, mmh. c'est par la créativité. Et la créativité, c'est pas juste une expression, c'est aussi une recherche. Et encore une fois, c'est une acceptation à la fois de l'altérité, de la capacité à Mmh. accepter des choses différentes pour pouvoir nourrir et donc de transformation. Là où je voulais j'essaie de structurer ma pensée, je suis désolée, c'est vendredi soir. Euh, c'est qu'effectivement, et ça va être très conspirationniste ce que je vais dire, mais une société de consommation n'a aucun intérêt à ce que l'individu soit en capacité de gouverner ses émotions et d'accepter le temps long. Parce que si la personne gouverne ses émotions et accepte ce temps long, elle ne va pas consommer compulsivement. Elle va peut-être réfléchir, elle va peut-être regarder les avis, elle va peut-être se dire, mais en fait, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce produit est vraiment bien? Et quand je dis ce produit, ça peut être aussi bien ce film à consommer que cette fringue ou que ce vote à faire aussi. Mmh. Le vote contestataire, attention, je nie pas la dimension raciste et fasciste du vote RN, mais il y a une grande part de vote contestataire et anti-establishment qui a quand même dans le vote RN, est un vote aussi de soulagement de tension immédiate. C'est un vote de revanche. On l'a vu avec Donald Trump sur la question du backlash. On a beaucoup parlé du backlash anti-woke, etc. Parce qu'il y a cette polarité crée en fait des tensions, relâchements que du coup on va aller chercher à consommer comme ça. Et qui s'est emparé du sujet finalement des jeux vidéo, etc. Ça a été quand même une certaine frange de la population d'un certain âge, Mmh. d'un certain conservatisme, parce que c'est simple, c'est facile, ça permet de taper sur la jeunesse. Sauf qu'on a retrouvé des tablettes, etc. Ou même, je sais pas si c'était Aristote ou Socrate par l'entremise de Platon, qui se plaignait de ces jeunes qui, oh là là, ils ne pensent qu'à regarder les jeux du cirque et les gladiateurs. Mais enfin, je veux dire, les vieux qui se plaignent des jeunes et qui disent que la société s'en sauvage et devient stupide, on a ça depuis le début. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est juste effectivement une stratégie à la fois de manipulation du coup de garder une certaine mainmise et aussi une stratégie de simplification. Je crois que c'est François Lamé qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Mmh. qui analyse énormément les stratégies narratives à un degré. Voilà, si je devais avoir un mentor, je pense qu'il aurait sa tête Mmh. et son intelligence, mais il explique souvent que en neurosciences, le cerveau déteste la difficulté et va chercher tout le temps au plus simple. Ça, faut Mmh. pas oublier en fait qu'on est excessivement prisonnier en fait d'un cerveau profondément primitif et flemmard. C'est Bref, une désolée, tout ça pour ça. Non, 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 au contraire et tu sais ce que tu dis? Moi, ce que j'aimerais, rajouter, c'est que, finalement, ce qui me semble important, c'est que ce qu'on soulève là, c'est que, bah, dans le débat, eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai écouté certains débats aussi politiques, je suis assez étonné. C'est-à-dire que tu as la langue de bois où où on dit beaucoup de choses, mais on n'écoute pas l'autre. C'est-à-dire on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour réagir. Et même des fois, on n'écoute pas, on fait juste réagir, rebondir. Et finalement, ben, ça fait cette polarisation-là. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une façon de faire, mais il y en a d'autres
et que face aux autres solutions, pour moi, ce que je vois, il y a une réponse qui a été trouvée par l'humanité, qui est la pédagogie. Mmh. C'est-à-dire que c'est la pédagogie qui va justement, va un peu gommer, peut-être pas par magie, mais par la force des efforts, toute cette impuissance qu'on peut ressentir, cette frustration, apprendre à se contrôler, notamment, quand on entend quelque chose qui ne va pas dans notre sens, qui ont des positions différentes. Tu vois, par Mmh. exemple, toi, tu as partagé des idées. Imagine qu'en face, tu as quelqu'un qui réagit tout de suite et qui t'attaque, tout de suite sans à essayer de poser les choses et là, ça me fait penser à un outil, par exemple, le rasoir dents long, tu Mmh mh. connais? Ou le rasoir aussi d'Occam qui C'est le rasoir permet d'Occam, voilà, et tu vois, que c'est que je 2 connaissais, ouais. outils, on va dire, qui sont utiles pour aider à essayer de comprendre Mmh. l'autre parce que on va mettre nos jugements, ce qui sont parfois, spontanés, parce qu'on a conscience que ça existe et du coup, on va essayer d'offrir une possibilité à l'autre, de se dire: «Bah, peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il ne sait pas ou il est mal informé, mais quand même rajoutons une vigilance. Peut-être qu'il est vraiment malveillant aussi». Et c'est là où on revient à ce que tu as dit, l'élément central qui aide à savoir si oui ou non, c'est la temporalité. Mmh. Entre ce que tu dis et ensuite les actes dans le temps, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu vois? Et c'est ça qui, pour moi, tout à l'heure, j'étais tellement content quand tu as parlé de temporalité, parce que je crois que c'est vraiment c'est le seul pour moi qui permet de savoir réellement ce que l'autre pense et dans le temps. Parce que sur le moment, on peut Oui, évoquer plein de valeurs, on peut évoquer plein d'idées, mais derrière, quand on est confronté dans des situations, quelles sont les décisions qui sont prises? Et exactement, c'est qu'est-ce la qui cohérence qui en alimente, découle, ouais. tu vois? Mmh. Pour moi, il y a ça. Et là, je fais un petit tic. Moi, je suis dans le monde de l'accompagnement, de le coaching. Moi, je le vois aussi dans mon domaine, c'est-à-dire, on parle de valeurs, on parle de bienveillance, on parle d'éthique, en fait, certains organismes qui régissent le coaching, il y en a 3, heu, ils vont passer leur temps à assembler des professionnels pour en parler, Mmh. pour justement ne pas les appliquer par la suite. C'est-à-dire, on va plus parler que appliquer et ça, il y a un impact concret, c'est-à-dire que tu as des gens qui subissent, tu as des gens dont leurs vies sont impactées et que ce soit dans ce que moi j'ai parlé, mais même dans la politique, il y a la vie des gens qui sont engagés. Quand on prend des mesures pour interdire les réseaux sociaux, en fait, c'est compliqué, c'est-à-dire, pour les moins de 15 ans, je parle, je sais pas si tu as entendu parler. En fait, derrière cela, c'est une privation de liberté et pour moi, ça demande réflexion, ça demande, cohésion pour vraiment savoir parce que tu Oui, c'est pas prives des décisions que tu prends comme ça, ouais. voilà. Est-ce que c'est étayé? Parce que priver li à 15 ans quand même, 15 ans, l'enfant, il y a bien sûr qu'il y a des dangers sur les réseaux sociaux, mais priver un droit de liberté quoi, tu vois, c'est Mmh. quand même quelque chose de priver un droit de liberté, d'un droit d'expression. Pour moi, je me questionne, tu vois? Je n'ai pas de réponse, est-ce que c'est bien ou pas? Mais je me questionne, je me dis: «Quand même, moi, à 15 ans, si on me privait l'accès à quelque chose, comment je dirais? Est-ce que c'est un pays où je me dirais: "C'est pays de la liberté d'expression"?» Mais même, heu, je veux savoir ton avis, mais pour moi, la liberté d'expression, je le rappelle, elle est quand même limitée comme tout droit. Il y a Oui, une heureusement qu'elle est et encadrée, ouais. et elle est encadrée, elle est discutée pour justement maintenir cette paix sociale, Oui, tu exactement, ouais. vois? Et ça revient, tu vois, à notre échelle, on cherche la paix aussi, mais à Mmh. l'échelle d'un pays, on cherche aussi cette paix et les lois sont là pour, maintenir Bah, c'est un ça contrat social collectif, c'est-à-dire qu'on a ouais. décidé collectivement dans un ensemble de choses sur lesquelles, si on contrevient, la société, s'effondre, en fait. Mmh. Et Donc c'est le bordel, c'est le mmh mh. bordel et si on ne vit plus ensemble, moi je vois ça aussi, il y a cette idée et après on terminera peut-être, avec un petit mot de la fin, mais que nous sommes des êtres sociaux quelque part, enfin la majorité, on a besoin de l'autre. C'est-à-dire par exemple la solidarité, comme le dit, Durkheim, je crois, Mmh. qui dit que, la solidarité est avant tout une nécessité avant d'être un choix.
Mmh. Et ça, c'est fort de ces mots. Ce qu'il y a derrière comme sens, qu'est-ce que cela a comme principe? Pour moi, je trouve ça incroyable et je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire, dès que je nais, on me donne une langue, on me donne et ma langue permet de m'exprimer. Enfin, je 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 conclus là-dessus pour dire que, hem, je suis super content d'avoir, pris ce temps d'échange avec toi et d'avoir évoqué ces idées qui font réfléchir et même, je dirais même, tu as partagé certaines idées de ton expérience à toi qui permettraient, même moi, d'apprendre et de pouvoir m'appuyer sur certaines, pour pouvoir, construire d'autres choses. C'est-à-dire pour Mmh. moi, je vois ce que tu as partagé, la façon dont tu l'as fait, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de ça tu sais, ça m'a rappelé des concepts sur lesquels je m'appuie ou que je m'appuie, mais je ne sais pas que je m'appuie. Tu vois, il y a toute cette notion-là et c'était super intéressant. Est-ce que t je te laisse, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire Merci. pour conclure? Beh, en fait, j'aimerais, partager parce qu'on a parlé justement d'époques où les mots, sont presque incantatoires. C'est-à-dire, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure où, les notions de bienveillance et cetera ont plus, la fonction d'incantation, qui sont rarement suivies par des faits. C'est, Clément Viktorovitch qui est docteur en rhétorique justement, qui a fait un livre qui s'appelle Logocratie, et bon, c'est évidemment c'est soutenu par un ensemble de travaux où il explique qu'on a basculé dans l'ère de la logocratie, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de la parole et non plus des actes, non plus de cohérence, non plus de c'est vraiment ce qu'il appelle la post-vérité. Mmh. Ce que j'exprime par l'expression story punk, moi de mon côté, avec ce que ça encapsule en fait le terme story punk et la newsletter, etc., c'est qu'effectivement le réel n'a pas de prise, n'a pas de sens. Seul compte finalement la façon dont c'est présenté et plus Mmh. encore l'émotion que ça aura généré et sur laquelle on va s'appuyer pour après derrière prendre des décisions euh, plus ou moins rationnelles. C'est vraiment cette époque-là où on sort voilà, nous sommes posé une question collectivement, nous avons conduit des travaux avec des recherches scientifiques, etc. Et nous avons accouché de cette décision pour le collectif. On va dire que dans le meilleur des mondes, c'était le cas avant. C'était pas forcément le cas, mais on va prétendre que c'était le cas et que c'est vraiment le meilleur des mondes. Et Mmh. aujourd'hui, on est sur l'ère du bon sens, c'est-à-dire l'ère vraiment de l'instinct, de l'opinion, etc. Et donc, et moi, je suis la première en plus à le faire, à me baser sur mon instinct. Je suis en train d'essayer d'écrire un bouquin depuis quelques mois où j'ai une proposition instinctive, c'était vraiment une impression que j'avais. Mais là, j'ai mis en pause parce que j'ai été confrontée à des livres Mmh. où je me suis rendu compte qu'ils allaient dans mon sens, ce qui m'a arrangé évidemment, mais je prends le temps de les lire en fait pour comprendre comment eux ils ont Mmh. constitué leur pensée, etc. par rapport à ça. Et l'ère de la logocratie, c'est vraiment celle de la petite phrase, du buzz, etc. Parce qu'en fait, le temps long, finalement, le temps long est un risque de changement d'avis du consommateur, c'est-à-dire qu'il prend le risque finalement de repartir avec son panier, il a mis son produit dans son panier virtuel et il va pas consommer, Mmh. ou il va peut-être se dire ah ben tiens finalement peut-être que interdire l'espace public à telle personne ou les ébouillanter juste pour leur couleur de peau ou leurs orientations sexuelles, c'est peut-être pas le meilleur move finalement. Mmh. J'exagère bien sûr, mais ça, pour moi ça participe à l'hystérisation Mmh. justement. Tu sais, on ne peut pas citer ce livre si on parle de ça. C'est George Orwell et La ferme des animaux. Oui, C'est-à-dire et merci de citer celui-là et pas 1984, merci. non, mais ouais, Oui, oui, parce que La ferme des animaux est c'est tellement incroyable. contemporain. Moi, il m'avait choquée. Oui, toi Je aussi. l'avais lu à l'époque de Darmanin, Napoléon, je le voyais Darmanin dedans. J'étais là en train de me dire: «Mais on dirait la politique française», mais vraiment, je me souviens de m'être dit: «Mais on dirait les discours de Gérald Darmanin, quoi». Mais tu te rends compte à quand ça a été écrit Mais oui, et que là où nous en sommes, on revoit ces personnages, on peut reconnaître ces personnages au totalement, travers de la politique actuelle. C'est totalement. incroyable! Et tu sais, quand tu parlais de je sais plus le terme que tu as utilisé, mais moi j'aime bien le terme slogan. C'est-à-dire, Mmh. citer des slogans. Toi, tu avais utilisé un autre terme. C'était quoi la Le buzzword peut-être? je sais plus, Je sais mais plus. c'était pour dire ça, ce sens-là. C'est-à-dire que Oui. c'est une petite phrase, et en fait,
ça revient à ton métier aussi et à Oui, mon métier aussi, c'est-à-dire bah, la phrase, OK, mais quel est le sens qu'il y a derrière? oui, Et c'est ça l'important, c'est retrouver le sens derrière cette oui, phrase. Et tu te rappelles dans La ferme des animaux, ils ont marqué les 10 commandements au début oui, et à la fin, il y a presque plus personne qui sait lire et du oui. coup, ils ont oublié le sens de pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient et c'est là où ça a basculé, tu vois? Et ça leur permet en plus du coup de transformer le sens des mots en fait, qui est une obsession chez Orwell justement parce que Mmh. j'aime pas le fait qu'on cite tout le temps 1984, d'autant que je trouve que Le meilleur des mondes d'Huxley, qui est encore plus ancien que Mmh. 1984, est d'autant plus contemporain parce que le meilleur des mondes repose à la fois sur une stratification de la société, c'est-à-dire que on crée génétiquement des gens pour que bah, bon, ben voilà, il y aura des personnes qui seront intellectuellement limitées, mais en termes de capacité physique très forte, donc on va les mettre dans certains métiers, etc. Enfin, vraiment, il y a cette notion de on Mmh. fabrique des machines, ce qui est exactement en train de. Enfin, quand vous regardez comment les enfants sont perçus, s'ils ne sont pas scolaires, on va leur dire bah, tu vas partir dans les métiers manuels, c'est exactement la Mmh. même logique. Hein. Ouais. Et la haute société n'est que faite complètement atomisée par le soma, qui est une substance justement qui les rend euphoriques et Mmh. catatoniques. Et on peut rapprocher ça avec, alors si on a envie de partir dans le côté un peu conservateur, de dire ben, Netflix, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Mais en fait, c'est la consommation. Mmh. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a une population qui est pourtant censée être l'élite intellectuelle dans le meilleur des mondes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la seule élite intellectuelle est complètement endormie par la Mmh. satisfaction immédiate de tous ses désirs. Et c'est, à mon sens, ce qui arrive à la société aujourd'hui, en fait. Mmh. Et tu sais, il y a des recherches, là je parle, Olivier Audet, avec, cette, capacité de sur-soi et là, il y a aussi, Daniel Kahneman qui a parlé de système 1, système 2. C'est-à-dire, Ok, en fait, lui et le système 1, en gros, c'est une capacité rapide de prendre des décisions. On peut le dire comme l'intuition. On peut mettre le ok, mot intuition. C'est en fait et plus tu vis, plus tu remplis ta bibliothèque interne et oui, plus quand tu as des situations, tu vas prendre des décisions extrêmement rapides sans forcément avoir conscience. Mais c'est un oui, peu quand tu dis: «Ah ben j'ai un bon c'est mon bon sens». Voilà, c'est un peu ça le système 1. Le système 2, c'est plus la logique et la rationalité. Et Olivier Houdet, lui, ses travaux ont permis de mettre en œuvre un système 3 et c'est ce système 3 qui permet de basculer à un ou l'autre. Et en d'accord. fait, ça s'entraîne, c'est-à-dire surseoir son jugement, surseoir la pulsion. Tu vois, on passe de l'enfant qui est dans la pulsion à l'adulte qui Oui. arrive à Qui gérer, va canaliser. l'interroger, et ouais, tout à fait, ouais. Et ça s'entraîne depuis petit. Et là-dessus, il y a encore il y a débat, mais pour moi, bah, on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est-à-dire que, l'éducation se fait à l'école, mais pas que. Ça se Non, fait aussi dans l'environnement familial, oui. dans qui tu fréquentes et si autour, il y a personne qui a été initié, tu sais, qui n'a pas été pris et n'a pas été pris par la main pour essayer d'apprendre à lire. Par exemple, pourquoi je prends la lecture? Moi, dans ma famille, je suis peut-être la troisième génération qui sait lire. Tu remontes, 200 ans, 300 ans, c'était des personnes c'était même pas illettrés. C'était des analphabètes et tu te Ouais. rends compte que côtoyer des gens qui ne savent pas lire ou n'ont pas eu la chance, ça fait beaucoup de changements. Ça veut dire que face à l'altérité, ceux qui savent, tu as cette pression et là j'aime beaucoup, je cite Alain Bentolila, qui lui qui parle là-dessus justement, en quoi la lecture et l'écriture sont 2 outils puissants et là ça Mmh. refait encore un lien avec, notre métier tous les 2 et même tous Oui. les métiers du monde, qui est le récit, la le et voilà, il y a Et encore le beaucoup de partage, ouais. choses voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on s'était dit 1 heure et je veux pas dépasser, Ça plus que marche. ça. Hem, En tout cas, merci beaucoup Camille, c'était un Merci à toi. grand plaisir de pouvoir C'était vraiment échanger intéressant. avec toi, c'était stimulant. J'ai bien aimé et j'apprécie beaucoup. Je te laisse un mot de la fin et on fermera ce live tous les 2 ensemble. Mmh, le mot de la fin, je dirais pourquoi. Gardez en tête pourquoi. Vraiment, c'est la seule question qui est importante. C'est celle-là qui va vous faire vivre des aventures et vous faire apprendre des choses. Merci Camille. Sur ce, je souhaite à tous ceux qui écouteront ou qui passeront une belle écoute, une belle découverte. Et vous pouvez retrouver Camille en description. Je te laisse dire tes réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver si jamais on a besoin de tes services ou même découvrir ton univers aussi.
Bon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, bien sûr, à Camille Gillet, sur mon site camillegillet.com. Ma newsletter aussi, Storypunk sur Substack, mais j'aurai pas le lien exact. Et après, voilà, posez-vous, enfin, en discutant, etc. Je pense que c'est le plus simple. Ok, merci Camille. Merci à toi et à bientôt. Voilà.